Nous sommes le lundi 3 octobre et vous avez très probablement profité du week-end pour faire du sport, de la natation, de la course à pied ou du vélo, peut-être même les trois, seul ou en groupe. Et si vous souffriez d'addiction à l'activité sportive, ça s'appelle la bigorexie. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900. C'est notre invité Gilles Testou. Bonjour. Bonjour. Qui va tout nous dire. Hop. Alors, l'addiction à l'activité sportive, comment ça se décèle? Quelles sont les conséquences? Gilles, est-ce qu'on peut devenir addict à l'activité sportive d'ailleurs? Mais lorsqu'on commence une activité physique, on peut la commencer par besoin, par vocation, par hasard. Et quoi qu'il en soit, à un moment, on retrouve effectivement un plaisir. Et c'est cette notion de plaisir qui pose problème, puisque quand on aime, on ne compte pas. Donc on peut basculer sur une réelle dépendance sans avoir obligatoirement de reconnaissance financière, de sport de haut niveau, mais tout simplement un plaisir perso. Et ça s'appelle donc la bigorexie. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est normal qu'on identifie cette dépendance comme toutes les autres, et c'est bien de l'avoir fait. Mais d'où est-ce que ça vient? Parce que j'ai eu droit à l'allergie au bigorneau. Ah donc, oui. Voilà, on ne comprenait pas. Honnêtement, je ne connais pas l'origine de ce mot. Ah, d'accord. Mais en revanche, c'est une vraie pathologie qui est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas du tout un nouveau terme pour qualifier un nouveau phénomène. Non, ce phénomène est connu et très ancien. Mais c'est vrai que c'est bien, encore une fois, d'arriver à cadrer les choses. Et comme toute maladie, il faut, pour bien la prendre en charge, l'identifier au départ. D'accord. Alors, j'aurais envie de dire outre trope. Oui. Exemple, la traumatologie, ça c'est lié. Alors c'est vrai que quand on est dépendant du sport, on va négliger beaucoup de choses. On va négliger les pathologies qu'on pourrait avoir au niveau traumatique, les impacts répétés au sol par exemple, quand on fait des courses qui n'en finissent pas, quand on ne respecte pas les temps de récupération. Tout ça, ce sont des accumulations d'efforts qui peuvent avoir des conséquences sur le plan traumatologique au niveau musculaire, tendineux, osseux éventuellement, avec de réelles fractures de fatigue qui arrivent. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est addict alors qu'on se fait mal? Parce qu'on a au départ ce plaisir, ces fameuses sécrétions d'endorphines, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'actualité. Ce plaisir entraîne un besoin de le renouveler. Et puis voilà, quoi. Donc, après, c'est une obsession. Alors même, on n'est pas obligé d'avoir au départ un trouble obsessionnel pour tomber là-dedans. On peut tomber là-dedans, même sur quelqu'un qui est assez stable à la base psychologiquement, mais ça se fait petit à petit de manière insidieuse. Ça devient une vraie drogue. Vous avez parlé des hormones. Oui, je pense. Je pense que c'est une vraie dépendance et qui parfois entraîne d'autres dérives. D'accord. Alors, vous savez quoi? On a le témoignage d'une jeune femme qui est à Limoges et vous nous direz ce que vous en pensez ensuite. Très bien. Regarde. Courir, toujours courir, un sport qui peut monter en intensité au fur et à mesure des années, à tel point que certains coureurs sont devenus totalement accros. C'est le cas de Sylvie. Aujourd'hui, sa vie est calquée sur ses performances de course. C'est pratiquement devenu maladif. Il se crée alors un manque si elle ne court pas. Comme un état un peu dépressif, un mal-être dans la tête, quelque chose qui vous manque, en fait. C'est pas palpable, vraiment. C'est psychologique? C'est psychologique, voilà. Et il y a une tension physique aussi. L'addiction au sport, cela a un nom, la bigorexie. La bigorexie. Alors justement, Gilles, qu'est-ce qui se passe quand on arrête? Et quand on arrête, le problème, c'est une sensation de mal-être. Ça peut être aussi, si on arrête de manière prolongée, même un isolement réellement, parce que en fait, on a ce besoin de courir, par exemple, de le courir avec les autres aussi. Et le jour où on arrête, on se dit, mince, qu'est-ce qu'il reste à faire? On s'est peut-être déjà au préalable coupé un petit peu de son entourage. C'est un petit peu le risque de tous les excès. Donc, attention, pas tout le monde présente cette pathologie-là. Mais quand on est vraiment dans l'excès, on peut être réellement en isolement. Mais voilà, justement, est-ce que c'est un phénomène isolé ou est-ce que ça quand même concerne de plus en plus de personnes aujourd'hui, vous qui rencontrez quand même des sportifs au quotidien? Mais je trouve que dans les sports collectifs, on ne le trouve pas trop. On le trouve beaucoup dans les sports endurants, dans les sports extrêmes, et donc dans des sports individuels. Et c'est vrai que
Et ce sont des sports qui prennent de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui courent. Et sur les 20 dernières années, il y a une progression constante. Donc automatiquement, il y a plus de dépendance. Et les gens vont plus dans l'excès qu'autrefois. Alors justement, vous parlez des gens qui courent. C'est vrai que le trail en ce moment, c'est la discipline à la mode. Et on peut parler justement, on peut être, alors je ne sais pas si victime, c'est le bon mot, mais sujet à la bigorexie dans cette discipline-là. Oui, le trail peut être pourvoyeur de cas de ce genre. Et c'est vrai que là, surtout que c'est un sport où non seulement, on sécrètera des endorphines, mais on va tout le temps sur ce côté de défi. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez prenant, les uns les autres se tirent la bourre. Et on essaie toujours d'aller un petit peu au-delà de ses limites. Et quand on prend du plaisir, quand on aime aller au-delà de ses limites, eh bien, on est en dépendance certaines fois, oui. Alors, est-ce que c'est contagieux, la bigorexie ? Ah oui, moi je pense que c'est contagieux. Bon, pas comme un virus certes, mais c'est quand même contagieux parce qu'on a quand même tous ces gens qui au départ courent de manière individuelle. Ensuite, ils vont courir en club. Ensuite, ce week-end, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas t'entraîner et ils se tirent la bourre les uns les autres. Mais après, on est parti sur se tirer la bourre entre guillemets, mais finalement, au final, tout seul, on a besoin de personne, on a envie d'en faire plus. Donc oui, il y a une vraie contagion. Alors à partir de quand on parle de bigorexie ? 1 heure de sport par jour, 2 heures ? Est-ce que ça dépend ? C'est au cas par cas ? Non seulement c'est au cas par cas, mais c'est défini tout simplement par le fait que si un jour vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas courir, comment vous vous trouvez ? Est-ce que vous êtes bien ou pas bien ? Si vous n'êtes pas bien, posez-vous des questions. Voilà, je pense que réellement, si on est un peu angoissé, on n'est pas très bien parce qu'on n'a pas pu y aller, ben là, on est réellement en dépendance. Alors, on avait une réaction d'une téléspectatrice qui disait « Pas besoin du week-end, 6 jours sur 7 de sport, c'est mon quotidien et je m'en porte très bien. » Ben c'est très bien, c'est très personnel encore une fois et j'espère bien que cette personne est bien dans sa peau et pratique son sport, même si c'est 6 fois par semaine, de manière cohérente. C'est pas trop ? C'est pas obligatoirement trop. Ça dépend des profils, ça dépend des cas, ça dépend du potentiel de récupération. Et ça dépend si on n'a que ça dans la tête, que ça pour vivre, qu'on ne dépend que de ça, j'aurais tendance à dire attention le jour où ça s'arrête. Si cette personne est bien dans sa peau et que ça se passe bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réelle pathologie. D'accord. Alors, un des nombreux risques qui est lié à la bigorexie, c'est la conduite dopante. Oui, c'est vrai que comme toute dépendance, une dépendance en entraîne une autre. Et c'est vrai que quand on est dans la difficulté lorsqu'on fait un effort, on a parfois envie d'avoir une aide. Et cette aide peut être naturelle, mais parfois elle est réellement problématique. Et c'est souvent sur des gens qui ne sont pas obligatoirement en volonté d'avoir des titres, en volonté de gagner de l'argent. Parfois on a des gens qui font leur sport en salle tout seuls et qui prennent énormément de produits dopants avec un réel danger. C'est vrai que parfois on se dit finalement il n'a rien à gagner. Mais lui, il a besoin de ça pour être bien. Et là, c'est une vraie pathologie. Quand on se dope sans avoir aucun objectif, mis à part être bien... Mais est-ce que cette personne va réaliser quand même qu'elle a un comportement dopant ? Non, il ne le réalise pas. Il ne le réalise pas bien, non, justement, parce que parfois, j'ai été amené à en voir avec des complications réelles du style, on se fait une injection de testostérone au niveau musculaire, avec une nécrose du muscle derrière, des choses assez compliquées. Ouais. Et les gens s'en rendent compte après, oui, ils se disent oui, j'ai peut-être un peu abusé, mais tant que ça se passe bien, ils continuent. Attention, ce n'est pas la majorité, c'est assez ponctuel, mais ce sont ces cas-là qui sont pathologiques. D'accord, mais alors le risque extrême, c'est, vous parlez de nécrose du muscle, c'est terrible. Le risque, à la limite, au moindre mal, si c'est local. Maintenant, si on prend des produits dopants et qu'après on se retrouve avec un cancer de la prostate, pourquoi pas, ou ce genre de choses sur des hormones de croissance, ça peut être un vrai problème. Et là, on sort du domaine du sport, à la limite. Alors justement, comment on fait pour savoir si on est addict ou pas ? Parce que là, c'est compliqué. Vous nous dites que c'est à l'appréciation de chacun. C'est savoir si on est capable, de temps en temps, de se donner des périodes de récupération. Savoir si on est capable de sauter une séance pour aller faire quelque chose en famille. Parce qu'il y a des gens réellement qui sont incapables d'avoir une vie sociale parce qu'ils sont obsédés par leur course du soir. Donc ne leur proposez jamais un apéritif, jamais un repas en famille. Alors, est-ce que c'est à l'entourage aussi de dire stop là ils ont du mal parce que ces gens-là, justement, se disputent certainement avec leur famille. Mais ces gens qui sont dans ces conduites extrêmes, vraiment, se coupent du monde et ont ce réel problème pour faire des activités qui ne sont pas programmées. Sinon, il faut réserver 15 jours à l'avance pour faire un apéro. D'accord. Alors, on a une réaction de Bastien qui nous dit du coup, il vaut mieux faire beaucoup de sport ou pas de sport du tout ? La santé, c'est le sport régulier et modéré.
Dès qu'on est dans l'excès, qu'on soit en bigorexie ou pas, c'est plus la santé, il faut être réaliste. Tous les gens qui font du sport de haut niveau, ils ne sont pas bigorexiques parce que souvent c'est leur gagne-pain. Mais par contre, ils ont plein de soucis de santé après. C'est lié à l'excès. Donc comme dans la vie courante, tout excès pose problème. Le sport régulier, modéré, c'est parfait. D'accord. Alors, est-ce qu'avoir une pratique incohérente, donc on l'a bien compris, là, tout ce que vous dépeignez, moi, à mon sens, c'est assez incohérent, mais du style aller courir en plein soleil, ou est-ce que ça peut être un indice de la bigorexie? Probablement. Oui, je pense. En dehors de la personne qui va préparer le marathon des sables ou qui prépare des trails dans des conditions difficiles, je le conçois. Maintenant, c'est vrai que quand on les voit l'été, en plein mois d'août, à 14 heures, courir sur le bord de la route, et ils n'ont pas l'air très très en forme. Et cela, je me fais du souci, oui. Voilà, mais le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que ce sont juste des gens qui ont un comportement inconscient, ou est-ce que ça relève de la bigorexie? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ceux qui courent parce qu'avec l'idée, on l'avait déjà évoqué ensemble, de transpirer, ça fait du bien. Ça, il faudra qu'on me l'explique. J'ai toujours pas compris. Mais quoi qu'il en soit, il y a les deux. Il y a les deux cas de figure. Il y a les réels dépendants et il y a ceux qui sont incohérents parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. D'accord. Bah, du coup, le risque, comment est-ce qu'un jour on bascule dans la bigorexie? Comment on bascule? On bascule de manière insidieuse, petit à petit. Et il n'y a pas un jour en particulier. C'est l'enchaînement des séances d'entraînement qui font qu'un jour on y arrive et petit à petit on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et c'est vrai que moi j'ai en tête quelques dossiers parce que j'en vois régulièrement. Il y a aussi les gens qui arrêtent pour raison médicale, c'est-à-dire lorsqu'on a un réel problème cardiaque et qu'on est hyper dépendant au sport. Ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont là, isolés. Ok, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Alors qu'ils faisaient énormément de sport tous les jours. Mais en plus, il y a un phénomène de mode, c'est le body challenge. On se lance de plus en plus de défis. Et l'idée, c'est à chaque fois gravir un peu plus, essayer d'aller un petit peu plus loin. Et là aussi, c'est un piège pour tomber Oui, c'est le piège. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les trails. C'est vrai qu'on fait de plus en plus de performances. On va au-delà de ses limites. Et il y a le côté plaisir. Et il y a le côté aussi psychologique qui dit que je suis capable de faire mieux, je suis capable de faire plus. Et les uns les autres se tirent la bourre. Et ça continue, ça continue. C'est pour ça que c'est contagieux. Maintenant, attention, le sport, c'est la santé, soyons positifs. Et surtout, pas tout le monde est dans cette dépendance. Hein. Oh, mais vous parlez du trail, c'est terrible. C'est j'ai envie de faire toujours plus, ou de faire mieux mais il y en a plein qui sont que bien mon dans leur peau, voisin. quand même. Ils sont quand même bien dans leur peau pour la majorité. Mais on a quelques petits cas comme ça qui sont difficiles et ceux-là, vous n'arrivez jamais à les arrêter. Vous avez parlé de sport extrême aussi tout à l'heure. Ça, c'est très marginal, à l'inverse. Oui, non, le sport extrême, oui. Non, le trail, on en a tous les week-ends. On en a tous les week-ends. En Corse, ça concerne quand même beaucoup de monde. Ça concerne énormément de monde et c'est quelque chose qui vu notre situation, de vivre dans une montagne et dans la mer, ça donne envie. Ça donne envie de le faire et de toute façon, ça continuera à augmenter. Et c'est très bien. Maintenant, voilà, on a ces extrémistes. Donc si on devait alerter les gens quand on a une blessure mais qu'on veut continuer, quand on a une conduite un peu incohérente, du style aller entre midi et 2 au moment où il fait le plus chaud, là, attention. Là, attention, voilà. On flirte avec On flirte avec cette dépendance et un truc tout simple, être capable de se donner des temps de récup. Les professionnels récupèrent. Donc pourquoi le sportif amateur qui ne gagne rien n'aura pas de temps de récupération? Il faut respecter ces temps de récupération qui sont physiologiques. Le temps de récupération sur une semaine d'entraînement, mais le temps de récupération sur un planning d'entraînement sur 3 mois, par exemple. Mais c'est quoi justement les plages de récupération? Et les plages de récupération, ça peut être par exemple 5 jours sur le trimestre, 5-6 jours sur le trimestre, où on va faire une petite randonnée, on va essayer de pas courir, on va faire une activité peut-être différente, du vélo, d'autres choses. Mais il faut arriver, bien sûr que ça dépend du planning, du calendrier des compétitions, mais il faut être capable de gérer ça. Encore une fois, les pros le font, c'est leur gagne-pain, il faut que les amateurs arrivent à le faire. Voilà, donc on ne s'inscrit pas à toutes les courses. Hein. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir un calendrier cohérent. Et c'est le problème quand c'est l'effet de groupe. Parce qu'il y a ceux qui vont dire moi je m'inscris sur ça, là, on a envie de le faire avec eux. Et on enchaîne, et on n'arrive plus, on se retrouve dans une spirale infernale, un tourbillon. D'accord. Alors vous avez dit tout à l'heure, c'est bon pour la santé et c'est absolument pas ce qu'on essaye de... Exactement. On ne dit pas le contraire, surtout faites du sport, continuez. Mais vous avez parlé de la notion de plaisir dans le sport et c'est justement là le danger. Et oui, parce que il faut aimer ce qu'on fait, mais en même temps, pas trop.
Oui, je sais, c'est vrai. Il faut aimer ce qu'on fait, mais il faut arriver comme dans tout plaisir. Vous aimez le vin, vous aimez manger, mais il y a un moment, il faut savoir ça. Peut-être s'arrêter, en tout cas baisser, c'est pareil. Comme tout plaisir, tout excès sera pathologique. D'accord, donc on essaie de ne pas basculer dans les pièges, Absolument. mais on invite nos téléspectateurs à Ah continuer oui, à surtout avoir... à continuer une activité régulière et pourquoi pas, comme l'auditrice de tout à l'heure, 6 fois par semaine, s'il le faut. Mais si c'est dosé, si c'est intelligent, il n'y a aucun souci. Déjà 1 ou 2, ce sera pas mal. C'est déjà bien, absolument. Bon, très bien. En tout cas, merci pour toutes vos explications, Gilles. Demain, à votre place, sachez que nous recevrons Patrick Rébillou de Météo France. Il va nous parler de la mémoire du temps qui fait, du temps qui passe. Ce sont 2 notions qui sont finalement assez proches. Et vous allez voir, on confond parfois la température et le réchauffement climatique. Donc, il va nous expliquer tout ça demain, même endroit, même heure. Ciao, à demain.